Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va? Ça va super et toi? Eh ben ouais, ça va, on se retrouve avec Anaïs, on est que tous les deux ce soir, parce que je crois, on va pas se mentir Anaïs, faut dire un petit peu les choses. Je pense que l'équipe de nos révolutions est actuellement en PLS peut-être comme Jean Jaurès, puisque je suis sûr et certain qu'ils ont fait la fête tout le week-end, puisqu'ils étaient sûrement à la fête de l'humanité. À la fête de C'est l'humain, ça. et Et moi, je suis bien contente d'être chez moi en ce dimanche propre, reposé, après une bonne nuit de sommeil. Ça fait du bien. Eh bah oui, parce que c'est pas une fête comme les autres. On va en parler ce soir, on va se raconter plein de choses autour de la fête d'humanité. On va peut-être même partager nos souvenirs, nos impressions, nos envies. On va aussi évidemment parler de politique et d'actualité parce que la fête de l'UMA cette année, elle a lancé la rentrée politique et ça c'est pas rien puisqu'il s'est passé énormément de choses. Je pense que vous l'avez vu. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat aussi. Comment vous allez? N'hésitez pas à nous le dire. Peut-être vous êtes allé à la fête de l'UMA aussi. Mais je veux juste commencer un tout petit peu ce live pour dire de quoi on va pas parler. Mais du coup, on en parle un peu. Mais voilà, vous voyez. Il s'est passé énormément de choses ces derniers temps. Et du coup, on n'aura pas le temps de parler tout, puisque ce soir, c'est une émission spéciale sur la fête de l'UMA. Mais on voulait quand même un petit peu parler de, par exemple, la polémique autour de notre cher président Emmanuel Macron qui va se rendre, ou qui s'est déjà rendu, j'avoue n'avoir pas suivi de si près que ça, à une messe donnée par le pape, je crois, dans cette belle ville de Marseille, si chère au cœur de nous tous, bien sûr. Et donc, à quelques semaines, évidemment, des polémiques qui concernaient la laïcité à l'école, ça fait grincer des dents à bien des égards. Toi, ça te fait un peu, ça te fait tiquer, Anaïs, ou toi, c'est messe tous les dimanches? Bah, je pense qu'il y a une distinction entre recevoir un chef d'État, parce qu'effectivement, le pape, c'est un chef d'État, donc c'est une obligation pour le président de le recevoir, mais assister à une messe, c'est pas la même chose, quoi. Donc c'est sympathique d'avoir une rentrée sous le signe de la soi-disant laïcité promue par le gouvernement, et à côté de ça, tu as le président qui assiste à une messe en toute détente avec le pape, quoi. Donc voilà, sans commentaire. Sans commentaire. Bon, voilà, on sait où va son cœur, on a l'impression. À notre cher président. Salut la team, salut Tourmaline. Mais c'est toi, Anaïs, je crois. Ok. Écoutez, il faut qu'on continue de parler de choses qui sont importantes et qui sont fondamentales. Il y a eu aussi un échange, il faut qu'on en parle. Un petit échange qui s'est passé entre Fabien Roussel, bien sûr, il va revenir plusieurs fois ce soir dans nos discussions, et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, puisque il s'est trouvé qu'il y a eu un petit débat, puisque Fabien Roussel, il y a quelque temps, a appelé à l'insurrection, à la révolte, pour que les gens privés de pain et de vin, privés de tous les biens nécessaires, ce qui est quand même un sujet extrêmement sérieux, bien sûr, face à l'inflation, a appelé à manifester, voire à prendre d'assaut les préfectures. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir une grande partie de la classe politique. Alors on se demande si c'était pas un petit dérapage, on ne sait pas trop ce qu'a fait Fabien Roussel. Moi je voulais juste vous montrer une vidéo et je ne peux pas m'en empêcher. Et petit spoiler, je me battrai bec et ongle pour que cette séquence vidéo soit dans notre générique qu'on est en train de construire pour cette formidable émission. Donc je voulais quand même vous la montrer. Hop, alors là on ne voit rien, c'est normal. Puisque c'est là que ça va apparaître. À l'inflation, vous appelez les Français à se réunir devant les préfectures, voire à les envahir pour faire pression sur le gouvernement. En fait, vous appelez clairement à la révolte? D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère qui a Ah, 98 ans. Voilà, que j'appelle Maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Je pense à elle parce que 98 ans est un âge remarquable et j'ai une belle pensée. Bonjour. face à l'inflation, vous Voilà, bon, c'était juste. Excusez-moi, c'était juste un petit kiff, je n'aurais pas pu m'en empêcher, je suis désolé. Euh, mais quand même, quand on vous pose la question est-ce que vous appelez à l'insurrection, il faut sortir de chill pour répondre. D'abord, j'aimerais faire un big up à ma grand-mère dont c'est l'anniversaire. Ouais, c'est marrant. Bon, ouais, il a une bonne tchatch, il a une bonne com, où ça il arrive à amener la sympathie. Voilà. Bon. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet qui nous anime ce soir avec Anaïs. On avait envie de vous parler d'une fête qui, je pense, est chère à notre cœur, à nous deux. Anaïs, c'est cher à ton cœur, la fête de l'UMA? Ouais, bah j'y étais quand même cette année, mais j'étais seulement hier samedi, parce que j'habite un peu loin. J'avoue que j'aime bien dormir dans mon lit, avoir ma douche et tout, donc j'ai fait juste le samedi cette année, contrairement aux autres où normalement, enfin ça fait maintenant
depuis 2016 que j'y vais. Bon, je n'ai pas les mêmes historiques avec la fête du Mat que mes camarades qui y vont depuis qu'ils ont 1 an, 2 ans, 12 ans. Enfin voilà, moi j'étais pas dans une famille malheureusement qui m'amenait à la fête de l'UMA, mais depuis que je suis engagée en politique, donc ça fait depuis que j'ai 17 ans, j'y vais tous les ans et c'est toujours c'est un très bon moment quoi, de retrouver des gens qui sont engagés dans toute la France, qui viennent de l'autre bout du pays pour partager ce moment-là. Ça fait chaud au cœur. C'est toujours vraiment un bon moment partagé avec des débats intéressants et tout, donc c'est cool. Bah justement, c'est notre sujet du soir, donc on va en parler toute la soirée, j'espère avec vous dans le chat. Salut Roxam, 231, est-ce que tu étais à la fête de l'UMA? N'hésite pas à nous le dire. Alors, la fête de l'UMA quoi. Est-ce que vous savez que la fête de l'UMA, c'est le second plus grand festival de France et probablement le plus grand festival où évidemment il y a de la politique. Alors, moi j'ai eu que des chiffres dans un site qui s'appelle festival machin truc, enfin bref. Tu sais c'est quoi le premier ou pas? Parce Ouais, que moi je pensais que c'était le premier la fête de l'UMA. c'est les Celtics, un truc comme ça. Ah, Voilà, et ok. t'as eu 800 000 visiteurs, donc là bon, ok. Ah oui, ok. Est-ce que... Sorry, on joue pas dans la même cour. Ouais, mais Non, c'est c'est ouf, pas un ok. festival comme les autres, mais ça on va en parler. Tout à fait. Donc il y a eu 450 000 visiteurs en 2019. Alors je sais pas, j'ai pas eu les années 2021, parce qu'après il y a eu le Covid et ça, mais en 2021 c'était une année plus ou moins normale. Mais aussi, la fête de l'UMA, c'est un des plus anciens festivals de France, puisque la première édition s'est tenue en 1930. Mm, mm. Et là, alors évidemment, il y a eu une petite seconde guerre mondiale entre les deux, il s'est passé quand même des choses, donc tous les ans n'ont pas été remplis, mais c'est tout de même la 88e édition. 98, t'es sûr? 98. Attends, c'était 1930, on est en 2023, donc Ouais, il y a 7 ans qui nous séparent du centenaire, quoi. et ben écoute, peut-être que je me trompe. Oui, mais il y a eu, comme je dis, il y a eu, je pense que pendant la Ah, guerre, bah oui. c'était plus ou Oui, moins bah oui, 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 non, t'as interdit raison, t'as raison. par nos amis. Et on fait des maths ici, d'accord? On est vachement rigoureux. Donc 88e édition, Ouais. c'est incroyable. C'est assez extraordinaire. Alors moi, justement, tu as commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure, mais je voulais te demander, Anaïs, et je demande d'ailleurs par la même occasion dans le chat si vous voulez nous en parler. Anaïs, pour toi, la fête de l'humanité, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est une fête qui porte bien son nom. Parce qu'elle peut, via son format qui est un format qui est très accessible, de plus en plus cher. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui y allaient quand ils étaient plus jeunes et que c'était entrée gratos. Mais bon, il y a des contraintes qui vont avec l'époque, disons. Mais voilà, en tout cas, c'est un festival qui est quand même très accessible pour 3 jours. C'est quelques dizaines d'euros, contrairement aux festivals qui sont de plus en plus chers. Voilà, c'est quand même, c'est un parti pris aussi politique, quoi. Et c'est pas seulement un festival de musique, comme tu disais, c'est un festival d'idées, une fête politique, une fête de rassemblement, une fête de camaraderie, de gens, y compris qui peuvent se taper sur la tête tout au long de l'année, mais qui sont en capacité de se retrouver pendant ce moment de joie et de chaleur humaine partagée. Et c'est aussi une fête qui s'adresse à l'humanité, dans le sens où il y a des débats déjà qui parlent des problématiques qu'il peut y avoir dans le monde entier. Puis c'est un festival qui accueille des associations et des membres de partis du monde entier, dans le village du monde qui est très réputé pour sa nourriture, effectivement, parce qu'il y a des très bonnes choses à manger au village du monde, mais c'est pas que ça, c'est aussi des militants très engagés pour les droits humains, pour les droits civils dans leur pays. Et voilà, pour moi, la fête de l'humanité, c'est quoi? C'est la fête de l'humanité, quoi, en France, et c'est beau, et c'est important qu'on continue à pouvoir la vivre, parce que c'est quand même pas rien de pouvoir avoir chaque année une rentrée politique. Comme tu disais, la rentrée politique, elle s'est commencée avec la fête de l'humain. Et c'est pas rien que ce soit ça le signe de la rentrée politique pour la gauche, quoi. C'est cool. Bah ouais, carrément. Bah, moi, juste pour partager un petit peu aussi, j'ai fait 3 éditions, je crois. Donc ouais, c'est aussi des expériences incroyables. Je pense que si on est un petit peu aventurier dans l'âme et qu'on est un petit peu sociable, on peut vivre des aventures extraordinaires à la fête de l'humain. Parce qu'on peut rencontrer des gens improbables en errant ça et là, de stand en stand. Et voilà, pour les gens qui n'y sont jamais allés, on peut le dire, voilà, c'est une sorte d'océan de tentes, de guitounes,
qui sont dressés partout, c'est gigantesque. Et donc la fête de l'UMA, ça a ça de particulier qu'elle est quand même organisée, elle est motivée, elle est drivée par des militantes et des militants, par énormément de bénévoles aussi, qui sont Mm. pas forcément politisés, pas forcément encartés, mais il y a quand même un truc politique très très fort, qui est, dont l'histoire est évidemment intimement liée au Parti communiste français, puisque quasiment toutes les fédérations, nous, enfin, dans l'Isère, on a enfin un stand, voilà. Bon, maintenant c'est fini, mais j'allais dire, n'hésitez pas à y aller, mais l'année prochaine, n'hésitez pas à y aller. Mais quasiment toutes les fédérations de France, donc de tous les départements du Parti communiste, ont un stand, et donc chacun de ces stands partage une spécialité régionale. Par exemple, les amis d'Ille-et-Vilaine, ils vont arriver avec, alors je sais plus trop ce qu'ils font précisément, je vais peut-être dire une bêtise, mais possiblement ils vont arriver avec du phare breton et du kouign-amann, vous voyez. Alors que les amis de la Bourgogne, ils vont arriver avec des escargots et du vin de Bourgogne, probablement. Il y a ça, et puis il y a aussi les débats. Enfin, je te coupe vite fait, mais typiquement, Hauts-de-Seine, dans les Hauts-de-Seine, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais j'ai animé un débat sur les violences policières, notamment autour de ce qui s'est passé avec le meurtre de Naël à Nanterre. Mais par exemple, je sais pas moi, j'ai pas regardé la programmation de tous les stands, mais j'imagine que dans d'autres stands, il y avait des débats sur, je sais pas moi, les méga-bassines dans les départements concernés. Enfin, c'est aussi intéressant parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans les luttes et qui peuvent partager leur expérience et en débattre avec plein de gens, quoi. C'est trop cool. Mais carrément, et du coup, voilà, on se balade là-dedans dans cet océan de villages où chacun propose des choses, mais à la fois il Mm. propose de la bouffe, il propose à manger et à boire, mais il propose, comme tu l'as dit, du contenu, on va dire, politique, de réflexion. Et du coup, bah voilà, ça permet des échanges extraordinaires. Et surtout, ce qui fait peut-être sans doute venir le plus de monde, faut pas se mentir, c'est pas forcément la bouffe et les débats politiques, c'est aussi les grosses têtes d'affiche. On va reparler tout à l'heure de la programmation. Mais par exemple, cette année, les deux grosses têtes, les trois du coup, c'était Big Flo et Oli, qui sont quand même fort célèbres, et Angèle. Voilà, et là, bon, ces trois artistes français qui étaient en tête d'affiche, mais on a eu les Daft Punk, enfin voilà, il y a vraiment des artistes très populaires qui s'y rendent, ce qui fait venir énormément de monde. Et du coup, j'ai une question pour toi, Anaïs, et peut-être pour le chat si vous participez tous à cette discussion. Alors, du coup, la fête de l'UMA, c'est une sorte de mélange étrange, unique, avec de la joie, de la bonne humeur, de la musique, des bières, des livres, des militantes, des militants, des gens qui sont venus pour faire juste la teuf, des débats, des stands, de beaucoup d'organisations différentes, parce qu'il n'y a pas que le Parti communiste qui est présent, et il y a aussi des stands du monde entier qui sont présents. Bref, c'est un truc de fou, et surtout, c'est très éclectique, c'est très différent. Alors, à ton avis, toi, Anaïs, comment tu le ressens? Comment ça marche, comme tout ça? Comment ça marche, ce mélange un peu improbable? Et comment ça se fait que ça tient encore debout? Surtout quand, du coup, sur un plan de vue plus politique, quand t'invites, il y a un stand et du NPA, et du Parti Socialiste, par exemple. Mm. Franchement, si ça tient debout, c'est les bénévoles. Puis y compris, on appelle ça des bénévoles, mais en fait, c'est des militants, quoi, qui prennent chaque année de leur temps pour tenir la fête. Donc je pense que essentiellement la fête, elle tient là-dessus, hein, parce que c'est quand même énormément d'investissement financier, cette fête. Et donc je pense vraiment que sans l'engagement des militants et des militantes, ce serait pas possible que cette grande fête populaire soit accessible au plus grand monde. Je pense que le prix d'entrée coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Et justement, c'est aussi un engagement tout au long de l'été des militants d'aller vendre la vignette de le bon de soutien aux gens pour soutenir l'humanité du coup élargir le nombre de personnes qui entendent parler de la fête. Il y a déjà ça, et par ailleurs le fait de prendre c'est pas que un week-end, hein, parce que du coup pour monter la fête, c'est en général ça te Ouais. prend ton mois d'août, quoi. Enfin pas tout le mois d'août, mais ça prend une bonne partie. En général t'es là toute la semaine avant le week-end, et voilà, enfin ça tient vraiment sur la volonté des militants et des militantes, et le fait que il puisse y avoir aussi des partis de toute la gauche qui soient rassemblés sur la fête. Bon, voilà, on peut dire que et on le constate, hein, à longueur de journée, par tweet interposé, par débat, etc., par pic, qu'il y a du débat parfois assez turbulent à gauche, mais n'empêche, on réussit quand même à avoir une fête qui rassemble tout le monde, et je pense que c'est important, et je pense que c'est aussi une grande qualité du PCF et du mouvement communiste, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, d'avoir su
et je pense que c'est important qu'on continue de le faire, de ne pas s'accaparer la fête de l'UMA en mode c'est notre terre-terre, c'est à nous, c'est aux communistes, c'est le PCF et c'est rien que le PCF, parce que c'est vrai que c'est le PCF qui fait tenir en grande partie la fête de l'humanité, et c'est important de le rappeler, c'est important de rappeler l'engagement et voilà, enfin le temps consacré, enfin voilà, des militants et des militantes du PCF, mais si on le fait, c'est pour tout le monde, quoi, et c'est important de le rappeler, de dire que c'est la fête de tout le monde, où tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut débattre, tout le monde peut participer de manière égale, et voilà, enfin c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que c'est important de le rappeler, quoi. Ouais. Bah, c'est la fête. Alors, honnêtement, enfin, objectivement, c'est pas la fête du PCF. Puisque Non, bah, c'est c'est la fête de journal l'humanité. de l'humanité. bien Oui, sûr. oui, c'est ça. Oui, je disais ça par rapport au fait, ce que tu disais tout à l'heure, que c'est les militants du PCF qui, par leur Indéniablement. engagement dans les stands, etc., font tenir la tête debout. Mais effectivement, oui, c'est la fête du journal L'Humanité, qui a été créé par Jean Jaurès, d'où le titre de ce live Twitch. Mais on va y revenir à Jean Jaurès, t'inquiète pas. Je spoile pas. Alors du coup, Anaïs, raconte-nous un peu, toi c'était quoi un peu ta fête de l'UMA cette année? C'est quoi les débats auxquels tu as pu participer? Comment ça s'est un peu passé tout ça? Du coup, moi, j'y suis allée hier, donc samedi. Je suis arrivée tôt le matin parce que je n'avais pas de place de parking. Et sans place de parking, il faut s'attendre à devoir marcher 1 heure pour rejoindre la fête de l'humanité. Après, t'es garé hyper loin. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée tôt. La fête était endormie. Enfin, du coup, je voyais les gens qui s'extirpaient des stands complètement fatigués après une nuit compliquée à dormir soit dans une tente, soit dans un coin de stand. Non, c'est toujours marrant. Le samedi, c'est la journée où il y a le plus de monde, en fait. Donc, c'est pas forcément la meilleure journée pour y aller quand on vient juste une journée. Mais c'était cool, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai pu faire... moi, je suis adhérente au PCF Nanterre, donc du coup, j'ai passé la matinée avec les camarades à Nanterre. C'était chouette. J'ai servi de la nourriture au fast-food qu'on tient. C'était chouette. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui mangent vegan, parenthèse, mais enfin, les stands maintenant on recommande, on préconise au stand d'avoir des options végé et vegan, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent manger vegan ou végétarien, et que c'est moins cher, et donc du coup, c'est aussi pour être plus accessible que les plats avec de la viande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viande et de poisson sinon. Figure-toi qu'on va en parler, Anaïs. Ah, super. On va en parler. Et voilà, et après l'après-midi, j'avais un débat. En fait, à la base, j'avais prévu d'aller à un autre débat, organisé par Nos Révolutions, sur le stand de Fresnes, L'Ail et Rose, il me semble que c'est ça le nom du stand, qui était autour de la participation citoyenne, si je ne m'abuse, sur la démocratie participative, et y compris du coup avec une grosse focale sur les municipalités et l'importance des municipalités dans l'action démocratique et la proximité démocratique. Ça veut pas dire grand-chose ce que je suis en train de dire. Bref, et du coup qui était animé par Marie, que vous avez déjà vu Marie G, que vous avez déjà vu sur ces talks, avec Patrice Leclerc, Louis Boyard et Fabien Guillaume-Bataille. Du coup, c'était un super débat. Mais je n'ai pas pu y assister parce qu'on m'a proposé d'animer un autre débat au stand des Hauts-de-Seine avec du coup Pierre Canotte, qui est le responsable départemental du PCF des Hauts-de-Seine. Il y avait Olivier Besancenot, du coup militant du NPA. Et j'ai bégayé quand je me suis présentée. Mais les mots ne sortaient plus de ma bouche, alors que le pauvre, il est pas non plus extrêmement... Enfin, il est très sympathique, quoi. Il fait pas peur, mais j'ai bégayé comme une bolosse. Bref. Et du coup, normalement, il devait y avoir Assa Traoré, mais elle était à New York. Du coup, il y a son petit frère, Youssouf Traoré, qui était là, et Anne-Charlotte, pardon, du comité Adama, qui était là. Ah, mais Youssouf, du coup, qui avait subi des violences policières. Des violences policières, il en a parlé. Et du coup, justement, le débat était autour des violences policières. En gros, la question qui sous-tendait le débat, c'était pendant les 2 premières journées des révoltes suite au meurtre de Naël, il y avait une majorité des Français qui étaient plutôt favorables, plutôt sympathiques, quoi. Il y avait une empathie qui était partagée par les Français vis-à-vis de cette révolte. Mais au bout de 2 jours, le rapport s'est inversé.
Et Darmanin n'a pas été inquiété, alors que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Et par ailleurs, c'est lui qui est un peu la figure de la fusion des droites et aussi, du coup, qui participe activement à faire passer les violences policières et comme quelque chose de normal dans ce pays, quoi. Darmanin en démission, on peut le dire. C'est ça, il n'y a pas eu de ce slogan-là. Enfin, il était là à la marge, mais c'était pas un slogan largement partagé, quoi. Et du coup, la question, c'est comment ça se fait qu'il y a pas, que cette majorité de sympathie s'est pas transformée en une majorité politique contre le gouvernement, contre les violences policières et dirigée, quoi. Que ce soit pas juste une colère éparpillée, mais dirigée contre le pouvoir, quoi. Parce que à la fin, si on leur enlève pas le pouvoir des mains, les violences policières, elles vont continuer, quoi. Et donc du coup, il y avait une discussion autour de ça et qu'est-ce qui a manqué pour que la gauche réussisse à opérer ce changement entre majorité de sympathie et majorité politique, et qu'il y ait une solidarité avec les autres pans du mouvement social qui subissent aussi des violences policières. On a parlé des gilets jaunes et des violences qu'ils ont subies. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Cette solidarité, dans les faits, elle s'est pas concrétisée, quoi. Il n'y a pas eu un mouvement organisé majoritaire pour soutenir la mobilisation après le meurtre de Naël. Et du coup, voilà, c'est vraiment une question qu'on a à se poser aujourd'hui. Et du coup, on a appelé à la mobilisation du 23 septembre contre le racisme et contre les violences policières. Où il y aura du coup les syndicats, les comités de soutien des familles de victimes de violences policières, les syndicats, j'ai déjà dit les syndicats, mais les organisations politiques, etc. Enfin, voilà. Donc ça sera un rassemblement assez large. Et moi, je pense que c'est important qu'on y aille vraiment en disant que si on veut que les violences policières cessent, si on veut que l'État, faire cesser les violences de l'État, faut changer le pouvoir demain, quoi. Ouais, il faut que ça se traduise aussi en mouvement social, comme tu l'as dit, que ce soit quelque chose peut-être de plus fort qui puisse porter cette proposition politique et qu'enfin on arrive aussi peut-être à obtenir la démission de l'ignoble Darmanin, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que les gens, ça fait longtemps qu'ils descendent dans la rue, mais là, du coup, il manque ce truc où tu te dis, je descends dans la rue, mais du coup, après, il y a une démonstration de force, il y a une démonstration de nombre, mais ça se traduit aussi en changement concret, quoi. Et là, c'est ce qui manque cruellement ces dernières années. Il faut qu'on réussisse à trouver les solutions pour que ça aboutisse, parce que les gens, ils sont mobilisés. C'est faux de dire que les gens sont pas en colère, que les gens sont pas frustrés, que les gens n'ont pas envie que ça change. Ce qui manque, c'est une gauche qui soit en position de leader stratégique, quoi. Et là, c'est clairement pas le cas. On est juste en train de se taper les uns contre les autres. Donc, c'est vraiment pas ce dont le pays a besoin et pas ce dont les travailleurs et les travailleuses ont besoin, quoi. Et oui, on a besoin d'unité, là où effectivement il semblerait que la désunion commence un petit peu à gauche, mais ça aussi on va en parler. Mais avant de parler de tous ces petits problèmes, si finalement là, le sujet suivant il rejoint exactement un petit peu ce que tu disais, parce que moi j'aimerais bien vous montrer une petite séquence qui s'est justement passée pendant la fête de l'humain. Alors, je vais essayer de la faire s'afficher, et comme ça on va pouvoir en discuter. J'espère que je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang. Vous ne voyez rien. Excusez-moi. Ça n'est pas sur la bonne fenêtre. En attendant, je vais meubler. C'était à l'occasion d'un... C'était à l'occasion du grand débat qui avait été annoncé à la fête de l'UMA. Ce grand débat devait être l'affrontement de Fabien Roussel le samedi, donc le secrétaire national du Parti communiste français, et d'Édouard Philippe, donc qui, vous le savez sans doute si vous suivez un petit peu l'actualité politique, est pressenti pour être notre nouveau leader maximo après que Macron ait fini son mandat. Voilà, il y a un peu la guerre entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin pour savoir qui va devenir le nouveau leader finalement de la droite, du centre, on sait plus trop. Mais c'est ça. Du coup, ça avait été annoncé un peu comme cette grande bataille idéologique, cet affrontement entre notre Fabien Roussel national et Édouard Philippe, et il s'est passé ça. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un épargneur. C'est un épargneur.
c'est quand même pas rien, c'est pas anodin ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai une question à vous poser, à te poser, Anaïs. Est-ce qu'on peut discuter avec Édouard Philippe à la fête de l'humain? Euh, En vrai, c'est une question compliquée parce que je pense. Bon, moi, je n'aurais personnellement, après, si on me pose la question personnellement, j'aurais pas discuté avec Édouard Philippe à la fête de l'humanité. Mais je pense que c'est une question plus compliquée, dans le sens où je pense qu'on a un défi à gauche, c'est d'être en capacité de démontrer par la discussion et le débat que bah, ce qu'on pense c'est juste, qu'on a raison, que enfin voilà, la conviction, ça se fait pas uniquement en disant aux gens de se taire, mais aussi en ayant une discussion et en démontant leurs arguments et en expliquant par A plus B pourquoi ce qu'ils défendent, c'est un projet qui n'est pas le nôtre et contre lequel on se bat, quoi. Donc je pense que c'est important qu'il y ait comment dire, de débattre contre eux, mais après, ça dépend pourquoi faire. Voilà, si l'objectif, effectivement, c'est comme dans un débat présidentiel, de débattre contre des figures de l'opposition, enfin, des figures contre de la droite pour les démonter et dire voilà, enfin, voilà ce que vous dites. Donc voilà, en fait, quand vous dites ça, ça veut dire ça, concrètement. Arrêtez avec votre double langage, arrêtez avec votre langue de bois. En fait, quand vous dites telle chose, ça veut dire ça. Donc c'est important, en fait, pour pouvoir dire non, 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 mais en fait, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ceci implique cela. Quand vous dites ça, ça veut dire ça, etc. Donc je pense que c'est vraiment, Hmm. vraiment important d'avoir cette exigence-là. Euh, mais après, par contre, je pense que bon, après, je vais être complètement honnête, j'ai pas du tout regardé ce débat, donc je sais pas de quoi il était question. Je savais pas quel était l'enjeu de ce débat. Enfin, ouais. Donc en gros, je me base juste sur les distinctions que je fais là maintenant. Après, de savoir si oui ou non j'aurais discuté avec Edouard Philippe à la fête de l'humanité, en vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça dépend de ces critères-là que je suis en train de dire. Donc, si c'est pour démonter, c'est très bien. Par contre, si l'objectif, c'est d'avoir une discussion polie sur quelles sont nos opinions sur les débats de la droite, et oui, mais quand même, enfin, de faire des concessions, d'avoir un débat un peu où on s'échange un peu des politesses. Enfin, vraiment, genre, je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce qu'a fait Fabien Roussel. Je ne l'espère pas. Je pense pas. A priori, je pense qu'il a quand même su voilà, Non, non, non. démonter les arguments d'Edouard Philippe. Mais voilà, c'est important d'avoir cette exigence-là, et pas seulement envers Edouard Philippe. Je pense aussi à d'autres personnalités comme bah, typiquement François Hollande, Bernard Cazeneuve, enfin voilà, des gens qui sont coupables envers le mouvement social, voilà, qui ont organisé la répression sociale pendant le mouvement Loi Travail. Je pense que c'est possible de débattre avec eux, mais c'est possible pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est très grave, quoi, et qu'on peut pas pardonner ça, et que voilà, on va pas devenir copains et on va pas faire d'alliance avec eux, quoi. Mais on Donc peut en quand gros, même parler avec ouais, eux, quoi. on peut parler avec eux. Moi, je pense qu'on peut parler avec eux, mais dans le cadre du débat politique et enfin, du débat de conviction, quoi. Et c'est encore autre chose, par contre, que de débattre avec l'extrême droite. C'est Ça, c'est peut-être encore là la limite, effectivement. En tout cas, moi, pour moi, c'est clairement la limite. C'est à partir du moment où on ne se dit plus, on ne se reconnaît plus dans le grand camp de l'humanisme, au sens très, très, très large, on va dire vraiment ouais. extrêmement large, bah, on n'a vraiment pas sa place à la fête de l'humanité. Et évidemment que jamais Marine Le Pen ne se pointera Mmh. à la fête de l'humanité. En tout cas, on l'espère. On l'espère, Ouais, ouais, évidemment, ouais. de tout cœur. Mais, de manière générale, ma question sous-entendait un petit peu cette question-là. C'est est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde? Et surtout, est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde partout? Bah, du coup, c'est à peu près enfin, ce que je disais avant, quoi. Mais du coup, la fête de l'humain n'est pas... J'ai un peu On les est, infos. on est d'accord que la fête de l'humain n'est pas une safe place de la gauche, quoi. Finalement, on Non, oui, peut... non, je pense que c'est important que la fête de l'UMA permette d'avoir un débat vraiment honnête, franc, des débats qui touchent vraiment les gens au quotidien, quoi. Je pense que c'est aussi important de pas se faire avoir et de pas, en gros, relayer les débats qu'il y a sur des BFM TV, et en gros de faire la même chose à la fête. Heureusement, encore une fois, grâce à l'engagement profond de la fête et à l'engagement profond des militants, on sait pas ce qui se passe, heureusement. Hmm. Et c'est vraiment bien, et c'est encore une fois, c'est précieux, il faut qu'on le protège, il faut qu'on continue de se mobiliser pour cette fête. Mais voilà, du coup, enfin, on peut débattre
de tout, mais en fait, la question, c'est à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Quel est l'objectif? À qui on s'adresse? Quel débat on essaie de faire avancer, dans les consciences de tous les gens qui nous écoutent? Et c'est ça qui doit nous guider, quoi, je pense. Ah, vous le savez, Minervas, évidemment, on décrypte, on analyse un petit peu la politique, on essaye à vue de pif, de renifler un petit peu ce qui se passe. Là, moi je prends une take, comme on dit. À mon avis, si la volonté d'inviter dans ce débat à la fois Édouard Philippe et Fabien Roussel, c'est parce que dans la tête des stratèges qui ont pensé cette rencontre, c'est qu'Édouard Philippe, il représente l'opposition, c'est-à-dire la recomposition de droite autour de cette personnalité-là. Et le fait de mettre Fabien Roussel en face de lui, ça permet d'incarner une opposition de gauche large, selon la définition dont on va pouvoir en débattre, hein, mais qui va, on va dire, des SOSDEM Bernard Cazeneuve jusqu'à, on ne sait pas trop si la France Insoumise est dedans, on pense que non. Enfin, vous voyez que je pense Mmh. que c'est la mise en scène d'une nouvelle recomposition politique, et je vais aller même plus loin, mais on va en discuter, c'est un peu le thème de ce live en sous-jacent, hein, bien sûr, c'est un nouvel espace politique à gauche, à mon avis, qui essaye de se dessiner, en tout cas, les stratèges autour de Fabien Roussel, à mon avis, essayent de le construire. Bah, c'est ça, c'est aussi prendre, parti dans les débats de la droite, quoi, entre Édouard Philippe et Bah, du coup, c'est une mise en scène d'une mmh. opposition gauche-droite qui est plus l'opposition Jean-Luc Mélenchon Oui, Macron, oui, si tu veux. oui. Oui, bah, c'est une mise en scène. Après, le l'épreuve du réel est plus forte que tout, quoi. Donc c'est bien de faire ça. Maintenant, voyons, comment ça se dessine ensuite, quoi. Moi, je sais pas si c'est bien de faire ça, je ne me prononcerai pas, enfin si je me prononcerai, mais plus tard, puisqu'on va, on va y venir. Mais petit point un peu plus léger, un petit peu plus rigolo. Est-ce que, je pose aussi la question au chat, hein. Franchement, racontez-nous parce que c'est très drôle. Moi, j'ai une anecdote à raconter. Mais toi d'abord, Anaïs, est-ce que toi, t'as une anecdote à nous partager à la fête de l'UMA du débat le plus improbable que t'as eu? Si c'est avec une personnalité connue ou pas, peut-être au hasard d'une allée et tout, avec un verre à la main, est-ce que t'as eu un débat vraiment improbable à la fête de l'UMA? Honnêtement, en fait, tout est tellement improbable à la fête de l'humanité. Heu, non, non, en vrai, je suis pas drôle, mais j'ai pas vraiment d'anecdote. Juste dans mon dernier débat et c'est pas drôle et c'est pas forcément hyper gentil pour le pauvre, je sais pas si c'était un camarade ou enfin bref, c'est quelqu'un qui était à la fête, quoi. Mais j'étais très en peine parce qu'il y avait une discussion, du coup, autour des violences policières et tout et il y avait un monsieur qui apparemment était professeur et vraiment il a pris la parole pendant, 3-4 minutes, mais je comprenais rien à ce qu'il disait parce qu'il articulait pas et je me sentais trop mal. Genre en plus, parfois, j'entendais des petits bouts et du coup, genre, je sentais que c'était intéressant ce qu'il disait. Il a vraiment des choses à dire. Hmm. J'avais vraiment envie d'atteindre, le fond de sa pensée et de savoir ce qu'il avait à nous dire, mais je n'ai pas pu et du coup, j'hochais la tête un peu bêtement, enfin, pas pour dire que j'étais d'accord parce que j'entendais pas ce qu'il disait, mais pour, faire mine que j'étais attentive et tout, mais je comprenais rien et du coup, j'étais très triste. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Non, mais c'est probablement le coup où il est passé au stand de l'Isère juste avant, il a goûté un des fameux chartreusito, Ah bah oui, oui, mais un forcément, mélange c'est de ça. morito à la chartreuse, et je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne. C'est ça. En tout cas, notre Ça diction n'en détend sort la pas. mâchoire et les Voilà. muscles de la bouche. Bah, moi, par exemple, j'ai une petite anecdote à vous partager. J'étais avec un bon copain à moi, on arrivait juste à la fête de l'UMA, et c'était un petit peu l'époque Parcoursup, vous voyez, où on était quand même, en tout cas avec ce copain-là, ce camarade, on était très très engagé dans la lutte contre Parcoursup, notamment à Grenoble, et on tombe au hasard d'une allée sur monsieur Cédric Villani. Alors, Cédric OK. Villani, pour replacer un petit peu, c'est un grand mathématicien. Voilà. Il a eu la médaille Fields, c'est quelqu'un qui est très intelligent dans son domaine des mathématiques. Et il a décidé de s'engager en politique et il est rentré, je crois, du coup, le premier mandat de Macron, il est devenu député pour Macron. Il est même devenu secrétaire d'État, devinez quoi, aux études supérieures et à la recherche. Donc en plein dans la mise en place de Parcoursup. Et on lui est. Bon, en ce moment-là, je sais pas si vous suivez, on finit après avec Cédric Villani, c'est pas passionnant non plus. Mais Cédric Villani, là, il fait un arc de rédemption. Il a beaucoup changé parce qu'il a voulu devenir maire de Paris. Les macronistes l'ont trahi. Et du coup, il était très triste. Et il a dit non, mais en fait, j'étais de gauche et tout. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, il a essayé de revenir dans la NUP, ça a pas trop marché. Bon,
C'est Ouais, un malheureusement aventurier, pour lui, Cédric. ouais, non, il a quelques casseroles du coup, quoi. Ce bon vieux Malheureusement, Cédric elles est un font du bruit. aventurier. Mais les gens Ouais, c'est se ça. rappellent pas trop pas trop qu'il était quand même en partie responsable de Parcoursup. Euh, Mmh. et donc avec mon pote, on lui est tombé dessus, le pauvre Cédric. Alors moi, je suis enfin lui, mon camarade était beaucoup plus véhément que moi, et donc il y a eu au moins 1 heure et demie où on a attrapé Villani entre quatre yeux, Villani qui était protégé par des agents de la Sécu. Et donc moi, mon rôle dans toute cette discussion était de convaincre le camarade qui faisait la sécurité, qui n'était pas quelqu'un engagé par Villani, mais quelqu'un de la fête, qui devait garantir la sécurité de Cédric Villani, qui lui disait non mais je le sens bien très énervé, ton pote, il va le taper et tout ça. Il me disait non non non, t'inquiète pas, personne va se taper. Et voilà. Et donc il y a eu un débat d'1 heure et demie sur Cédric Villani, on lui a hurlé dessus pour lui dire que c'était un salaud d'avoir mis en place Parcoursup. Mais C'était important, fallait lui dire bravo les camarades. ah oui, ça vraiment ça a rien donné, hein, parce qu'on l'a J'imagine. peut-être c'est nous, en partie, qui l'avons convaincu de revenir quelques Il années a plus fait tard. amende honorable pour Il a vous. dû y penser, il se dit ces deux jeunes avaient quand même raison, c'est pas Il très s'est regardé dans le miroir gentil le ce qu'on a fait. soir, ça passait plus, quoi. Ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à Je vous, pense que c'est grâce à nous. tout à fait. Mais bon, ben voilà, c'est ça aussi la fête de l'UMA, c'est aussi de croiser, parce que on peut reconnaître à Cédric Villani un certain panache, un certain courage, parce que mine de rien, il s'est pas démonté. Et il nous a répondu. Et il aurait pu essayer de se barrer, de se dire au bout d'une heure, j'en ai marre. Parce que Ouais, j'avoue, putain. À personnellement, sa j'aurais place, fait ça. franchement, à sa place, j'aurais pas. Et J'aurais non, trouvé un non, moyen de me barrer, hein. il répondait Oui, pied je à suis pied, attendu. il débattait, tout ça. Et moi, je trouve que c'est quand même un petit peu admirable, même si on n'est Oui, pas c'est d'accord bien. avec certains types d'idées. Moi, je trouve que c'est Oui, quand même bien oui. d'aller se confronter au réel, et y compris à des Mm. militants qui sont pas des élus, qui sont pas des grands chefs, pas des grands chefs à plumes, responsables, stratèges ou que sais-je, mais juste vraiment des lambdas qui étaient pas contents. Et il a quand même pris. Bon, il nous a pas convaincus, on l'a Oui, peut-être pas oui, c'est convaincu, bien. mais au moins il y a eu cet échange-là et c'est quand même intéressant. Et la fête Mm. de l'UMA permet ça, quelque part, Mm, mm. de se rencontrer comme ça, et ça, c'est quand même cool. Moi, je vous aurais quand même lourdé au bout de 30 minutes, hein. Vous m'auriez Oui, saoulé, non, je mais pense. clairement. Clairement. Il est vraiment sympa. Ou Il est alors, c'est patient, une victime, quoi. Mais peut-être un peu. bref. Euh, Bon, la fête de l'UMA, c'est pas que des débats, c'est pas que de la gastronomie, c'est aussi de la musique. Et donc, il y a énormément d'artistes, donc on l'a dit cette année. Alors, il y avait aussi Medine cette année, même si vous savez, on en a parlé ici. Fabien avait sorti dans la presse pour dire oui, je vais essayer de me poser à l'arrivée de Medine à la fête de l'UMA. Bon, heureusement, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de censure, Dieu merci. Et donc, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont produits, et il y en a eu beaucoup au fur et à mesure des années qui sont venus. Et moi, j'aimerais bien nous faire petite séquence un petit peu nostalgie. On retourne dans les années 80, quelle belle époque. Et je vous propose qu'on regarde une petite séquence ensemble. Séquence de Lina, bien sûr. J'espère que... Neuchâtel-en-Bray, 30 km de Rouen, le tout premier concert de Johnny Hallyday, après ses ennuis de santé et notamment ses opérations successives à la hanche. Vous avez complètement récupéré. Il ne faut pas dramatiser les choses. Ce que moi j'ai eu, disons, c'est un incident de parcours, c'est pas grave, c'est moins dramatique que le cancer pour certaines personnes, que d'autres maladies bien plus graves. Je considère que je suis en bonne santé, j'ai la peau dure. Et j'ai eu un petit accident. Disons que l'accident que j'ai eu, c'était un petit peu comme si je m'étais cassé une jambe. À la fête de l'humanité, avec à la clé, bien sûr, la question, peut-on pour un chanteur connu participer à ce type de manifestation sans être catalogué politiquement? Bah oui. Je vois pas pourquoi je ne chanterais pas dans une fête d'un parti communiste. Je n'ai rien contre le parti communiste. Ce sont des gens qui nous ont accueillis d'une façon formidable, sont des gens très courtois. Ils organisent une belle fête tous les ans. Je vois pas pourquoi des chanteurs comme moi, on n'y participerait pas. Je crois que ça va être formidable. Je crois que ce qui est formidable de ce concert, c'est que ça nous permet de jouer devant beaucoup de monde. Et c'est toujours agréable quand on fait ce métier de chanter devant beaucoup de monde. Oui. Avant tout, je chante pour des Français. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des Français qui viennent voir le spectacle. Voilà. Écoutez, moi je trouve ça très intéressant. Pas Déjà, que des Français, mais oui, oui, tout à fait. Johnny qu'on salue évidemment dans l'au-delà. Oui, petite séquence nostalgie. Petite Moi, séquence. j'étais pas fan de Johnny, mais ça m'a fait bizarre de le voir jeune. Bref. Je crois que c'était en C'est les 88, là, c'était en 88. Eh ben, Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser dans le chat, à toi Anaïs, c'est est-ce que tous les artistes, de la même manière que
tous les politiques peuvent venir? Est-ce que tous les artistes peuvent venir? Parce que Johnny, alors, il est extrêmement populaire, etc. C'est pas non plus le fer de lance de la gauche révolutionnaire, vous voyez? Mmh. Bah, en théorie, oui. En pratique, comme j'aime le dire, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et quand on est un influenceur en France aujourd'hui, que ce soit un artiste, une célébrité, un acteur, un réalisateur de films, et cetera, ça implique, pour être, mis en avant, dans des événements autant plus comme celui de la fête de l'humanité, d'être, pas exemplaire sur tout, mais par exemple, ne pas avoir commis d'agression sexuelle, de viol, ce genre de choses, ne pas Mais avoir, exilé fiscal, ça passe ou pas? exilé fiscal à la fête de l'humanité, c'est chelou, mais Bah, parce que je sais pas, c'est Johnny, pas moi qui fais la programmation. Non, mais Johnny, c'est oui, oui, non, mais c'était pas forcément notoire, je sais pas, à l'époque, c'était pas forcément connu, si? je sais pas, je mange peut-être moins qu'aujourd'hui, bien sûr. Je pense pas, tu vois? Genre, c'est un truc qui s'est su, dans les genre 20 ans plus tard, quoi, mais non et puis, ben, de toute façon, les casseroles, souvent, elles arrivent plus tard que enfin, tu l'apprends a posteriori, mais du Mmh. coup, une fois que tu le sais, tu peux plus, faire comme si tu ne savais pas, quoi et voilà, enfin, du coup, oui, je pense que tout le monde peut participer moyennant, d'être, voilà, d'être un minimum, respectable, quoi. Donc Michel Sardou à la fête de l'UMA, c'est bon? Un petit, lac des Connemara, là, le Le dimanche à 10 h Michel du mat'? Sardou gate. C'est le point Michel Sardou. Ouais, non, je sais pas. Bah, Sardou à la fête de l'humanité, je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens. Après, moi j'ai plein de potes, qui sont de gauche et qui kiffent Sardou, j'en pense notamment à un d'entre eux qui l'aime beaucoup. Ouais, voilà, tu peux apprécier un artiste, tu peux apprécier, genre, son œuvre et tout parce que genre en soi, genre d'un point de vue purement, abstrait, l'œuvre elle est pas rattachée, à son producteur nécessairement, Comment ça? Il faut mais ça c'est différencier dans l'abstraction, quoi. l'artiste Non, mais de justement, l'homme, ça c'est c'est ça? dans l'ab non, c'est pas ce que je dis, c'est quand je dis quand tu fais l'abstraction, des choses, quand tu regardes l'œuvre de manière abstraite, c'est le cas, mais par contre, la vraie vie, c'est pas ça, genre la réalité, c'est pas ça. Une œuvre, elle est Mmh. toujours rattachée à son contexte, à la personne qui l'a produite et cetera et donc tu peux, d'un côté, de manière vraiment, enfin voilà, juste, sincère, heu un peu malgré toi, quoi, tu peux apprécier des œuvres, de connards, quoi, enfin, ou de personnes qui sont pas recommandables, ou de personnes qui, par ailleurs, sont, bon, racistes ou misogynes et tout. Mais par contre, une fois que tu sais que ce sont ces personnes-là, tu ne peux pas faire comme si, ces œuvres que tu apprécies de manière, enfin, pas instinctive, mais genre comme ça, quoi, juste par sensibilité, Ouais. tu peux pas détacher, les choses, dans de manière publique. De manière privée, tu fais ce que tu fais ce que tu veux. En vrai, si tu veux lire, des livres d'un mec misogyne, bah, tu le fais ce que tu veux. Mais par contre, c'est autre chose de faire la promotion, Mmh, ouais, de c'est ces différent. artistes, de leur donner de l'argent, de leur donner du pouvoir, de leur donner de l'exposition médiatique et cetera. Donc c'est vraiment 2 choses séparées. Après, franchement, ce que tu fais dans ta chambre, il y a personne qui regarde, enfin, franchement, ça te regarde, quoi. Mais là, c'est pas la même chose. Voilà. Bah, Villevarin, ou Varine, je ne sais pas, du 9-5, bien sûr, nous dit: «Sans être franchement de gauche, c'est des sujets sur lesquels il Qui est la né en ramenait pas trop», 95, pardon. Excuse-moi, je t'ai probablement. coupé. À la différence de Michel Sardou, effectivement, Johnny ne la ramenait pas trop sur la politique et c'est aussi peut-être pour ça que enfin, vous savez, les artistes, ils aiment pas trop, en général, pas trop parler de politique pour pas cliver leur public. Mmh. Voilà, Michel Sardou, on n'est pas dans cette catégorie. Et je trouve ça vraiment dommage d'ailleurs. Enfin, franchement, enfin, ça veut pas dire qu'il serait forcément extrêmement brillant à l'exercice. Alors, Il y je en te certains plus que d'autres ou certaines plus que d'autres, mais franchement, c'est vraiment trop con que je trouve personnellement à titre individuel, je trouve que c'est vraiment con que les artistes, s'expriment pas, sur ce qu'ils pensent quoi, politiquement, parce que Après, tu vois, il y a Big c'est Flo et important. Oli, ils ont dit que c'était vraiment pas bien d'être méchant et il fallait vraiment mieux être gentil. Alors, Oui, mais on parle de s'exprimer sur de la politique, pas ah, sur, des sujets de psychologie de comptoir, quoi. bah, Angèle, Excuse. Angèle, par exemple, s'exprime Oui, plus sur un côté de ouf. politique avec un côté féministe très assumé. Mmh. Euh, Oui, non, c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que quoi que tu dises, au bout d'un moment, tout n'est pas politique, mais par contre, tu parles toujours de politique à un moment ou à un autre. Et tu prends toujours politique d'une manière ou d'une autre, et d'autant plus en ne prenant pas part à des débats. Parce que quand tu prends pas part à un débat, bah, tu prends le parti de la personne qui domine dans le débat, quoi.
Donc Ouais. tu prends toujours position, dans le débat, donc je trouve ça con de tu vois, de par pudeur, pas, t'exprimer. Après tu peux ne pas avoir d'opinion, mais tu peux juste le dire. Voilà, je suis C'est pas par désolée, pudeur, hein, encore une fois, je pense que oui, c'est non, un mais oui, calcul. oui, je pense que C'est un calcul, tu vois? effectivement. Mais même Tu si c'était par pudeur, tu vois? Même si c'était par pudeur, tu peux juste dire: «Bah, voilà, genre, je sais pas, j'ai pas forcément, suivi ou je suis pas au courant» ou voilà. mmh. Mais par contre, ne rien dire, bah, ça te positionne forcément dans le débat, quoi. Nous, Que tu le veuilles ou non. on aimerait beaucoup que Squeezie se positionne effectivement sur la guerre en Ukraine Ouais, Squeezos, s'il te plaît. et sur son rapport, avec, monsieur Poutine, bien sûr. Et sur le harcèlement, sexiste qu'a subi, Manon. D'ailleurs, je sais pas si ça Bah, aux effets que tu auras, il s'est il s'est positionné? positionné, de manière extrêmement maladroite. Alors moi, je n'ai pas suivi Heu, ce drama, mais apparemment ça a été un mmh, drama et faut que je regarde Squeezie, ça. là, est dans une forme de tourmente. Mais Squeezie, n'oublie pas, si tu veux nous raid, n'hésite pas mec, on te défendra. Même si tu as pas bien défendu Manon, On en OK, parlera parce que nous, on nous fait pas taire, mais n'hésite faut pas à nous que je raid tout check de même. ça. Voilà. Bon. Heu, alors, on parle de fête, là on a parlé de musique, on a parlé en quoi pourquoi est-ce que, la fête de l'humain c'était formidable et extraordinaire? Heu, mais vous voyez, voilà, qu'on est ouvert, on est prêt à discuter, à débattre, même un petit peu avec Édouard Philippe, qu'on est prêt, peut-être pas Michel Sardou, mais qu'on veut bien écouter, n'importe qui sauf Michel Sardou. Enfin, vous voyez? Mais bref, que c'était quelque chose de pas du tout sectaire, quelque chose d'ouvert, quelque chose de formidable. Mais évidemment, il n'y a nulle place pour la perfection en ce monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression on vit dans une saucisse. Mais jamais Pardon. cette expression n'aura eu une si grande profondeur, un si grand écho, une si grande présence que dans cette 88e édition de la fête de l'humanité. Puisque évidemment, dans la fête de l'humain, on en a parlé, c'est une sorte de gros banquet. On mange partout, il y a beaucoup de choses à manger et à boire. Mais cette année, pour la première fois, je crois, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais là, ça a été particulièrement remarqué. Il y a eu un stand de l'association L214, qui est une association qui nous alerte sur les conditions d'abattage, notamment des animaux, des conditions souvent horribles et inhumaines dans certains abattoirs. Et donc, ils ont fait un stand qui a proposé des merguez véganes. Ces merguez qui ont connu un énorme succès, puisque apparemment à 13h30, ils en avaient plus le samedi, etc. Mais surtout, elles ont attiré l'attention extrêmement affûtée de nos politiques. Et on a pu voir un défilé de politiques extraordinaire devant ce stand de merguez vegan, puisque on y a vu Sandrine Rousseau, Manon Aubry, Pierre Jouvet, un type du PS, Manuel Bompard, un des chefs de la France insoumise. Ils sont tous venus nombreux et nombreuses devant ce stand pour aller chercher le temps recherché merguez vegan, mais surtout la photo qu'ils pouvaient prendre sur ce stand. Alors je vous en montre une. C'est pas du tout la moquerie quoi que ce soit, c'est juste, imaginez qu'il y en a eu vraiment plein, et notamment pas mal de politiques ont beaucoup communiqué là-dessus. Mais là où ça Ils devient un auraient petit aussi peu pu plus... venir au stand de Nanterre, on avait des saucisses, véganes. Mais Ouais, bon, il mais y a un c'était choix qui a pas des été fait merguez, c'était visiblement. pas des merguez. Voilà. Parce que la merguez est tout un symbole. Vous le savez sans doute. Euh, est-ce que... Alors, ma question est la suivante, que je te pose, Anaïs, je pose aussi au chat, évidemment. Est-ce que la saucisse végane, est-ce que c'est pas la nouvelle pomme de discorde de la gauche française? Waouh! Et je te fais un tout petit point de contexte juste avant. Oui. C'est-à-dire que une semaine avant, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, avait déclaré dans Libération: je souhaite incarner cette gauche-là, qui ne lâche rien sur ses fondamentaux républicains, laïques, universalistes, et mettre la question sociale au centre. Tatati tatata. J'entends trop de discours communautaristes comme là sur l'abaya, et il enfonce le clou de manière très subtile. J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique va brûler? Non, bah, je pense que en fait, la question, en fait, c'est un peu genre tout le débat qu'il y a autour du wokisme pour reprendre, les mots de la droite, du coup, puisqu'il s'agit, visiblement de ça, dans ce qui est visé
par Fabien. Hem, Comment dire? En gros, je pense qu'il y a, une, gauche, qui se bat pour des questions, effectivement, féministes, écologistes, antiracistes et cetera. C'est une gauche qui est souvent, en tout cas au sein du mouvement communiste, et a fortiori du PCF, en gros désignée sous forme de la gauche, sociétale quoi, qui se bat sur les questions sociétales et cetera. Ceux qui mangent du tofu, on peut le dire. Ouais, enfin voilà, oui d'accord, mais de manière en gros ça c'est, des des symptômes, enfin c'est des éléments qui se rattachent à, ce groupe qu'on désigne quoi, en gros, sous le wokisme. En gros, c'est les gens qui, c'est les personnes qui sont engagées sur des questions du féminisme, de l'antiracisme, hem, de l'écologie, enfin bref, enfin, ouais, tous ces enjeux-là. Et du coup, il y a une mise dos à dos, qui est faite entre les questions sociales, d'une part et les questions sociétales d'autre part. Mais enfin, je suis désolée, moi je suis devenue communiste et je suis devenue marxiste le jour où j'ai compris que, en fait, il y a pas, de distinction entre les questions économiques, sociales et les questions, plus d'ordre idéologique et de bataille culturelle et cetera. Enfin qu'en fait comment dire? C'est les enjeux féministes, les enjeux écologistes, les enjeux antiracistes, c'est des enjeux qui sont intrinsèquement liés à la question du capitalisme, et en fait le capitalisme auquel tu penses et contre lequel tu te bats, si tu ne prends pas en compte, Mmh. ces enjeux, c'est un capitalisme qui n'existe pas, en fait. Donc du coup, genre vraiment, c'est une erreur, non seulement théorique, mais stratégique, énorme de faire ça. Et moi, je pense que c'est assez grave, surtout le jour où, en fait, la droite, elle est en train de s'unir justement, contre cette, gauche, sociétale, des questions, voilà, le wokisme et cetera. Donc en fait, la droite est en train, en ce moment, de se recomposer, heu, contre, cette gauche-là, en fait, de plein fouet. Et en fait, du coup, la gauche se recompose aussi entre les personnes qui sont engagées sur ces questions et du coup, les personnes qui, pointent du doigt, ces militants en disant qu'eux, mais c'est pas la vraie gauche, eux, c'est voilà, c'est Mmh. des questions annexes, tout la vraie question, c'est la question, sociale. Ça ne veut rien dire, en fait. La question sociale, c'est aussi, les questions de droits des femmes, c'est aussi, les questions, d'impérialisme, c'est aussi les questions, de production à l'échelle planétaire. Enfin, vraiment les questions sont toutes, liées quoi, parce que le monde, il est unique, enfin, il n'est pas divisé en plein de trucs séparés et si tu t'intéresses pas au truc principal, tu tort quoi. Bah non, en fait, toutes ces questions-là, sont liées. Si tu sais pas penser l'ensemble, bah, tu un enfin, ça peut pas fonctionner quoi. Et du Mmh. coup, je pense qu'effectivement, c'est une vraie problématique, qui devrait pas diviser la gauche et qui devrait au contraire être, hem, un repère, de dire: «Bon, bah, voilà, en fait, on peut enfin, on peut pas, faire jouer le jeu de la droite en, tapant, sur ses militants, qui, s'engagent, mais de manière très sincère, de manière très honnête, parfois avec maladresse, mais comme tout le monde. Enfin, je suis maladroite, tu es maladroit, Roussel est très maladroit, enfin, tout le monde genre s'engage avec maladresse, c'est normal, mais le rôle d'un parti de gauche, c'est de partir de cette sincérité et de cet engagement profond à changer les choses et de dessiner une ligne stratégique pour que tout le monde, parte dans la même direction et attaque d'un seul coup, contre Ouais. le pouvoir pour le récupérer, quoi. Donc bref, je m'égare un peu, mais Non, non, mais je trouve ça c'est grave, quoi. ça montre encore une fois ton esprit brillant, puisque je te parle de la merguez de Discord et tu me fais un discours sur l'union des gauches. Moi, je trouve ça formidable, c'est extraordinaire. Non, mais Non, si, non, parce mais que je tu me suis disais que complètement c'était la d'accord avec pomme non, mais je suis tu me disais que complètement c'était la d'accord. pomme de Je suis Discord complètement de la oui, gauche c'est vrai. française. Mais j'ai trouvé ça amusant. Moi, Oui, oui. j'étais pas à la fête j'ai trouvé ça amusant de voir vraiment tout le week-end énormément de responsables de gauche se prendre en photo devant de la merguez végane, ce qui n'a Mmh. pas forcément grand intérêt. Mais on sentait bien en tout cas qu'à ce moment-là, le message était de dire le message était plutôt de créer un clivage, tu vois, avec notamment ce que peut représenter en ce moment un petit peu Fabien Roussel sur ses positions un peu outrancières. Notamment sur la question de Mmh. la viande, mais pas que, hein. Et je rappelle à tout le monde, évidemment, que nous avons fait même un live qui s'appelait Véganisme ou barbarie, où on a quand même rappelé qu'évidemment, même si moi, par exemple, je mange la viande, que aller vers une alimentation plus végétale était une évidence, tout du moins scientifique.
En Non, fait, mais, on a le droit de mais pas je avoir envie de le faire. Par contre, c'est une évidence scientifique, c'est comme ça. Tout à fait et en fait, juste pour les gens, qui deviennent, véganes par, choix ou même enfin, ou juste qui essaient d'avoir moins de viande dans leur alimentation. En général, la question de fond politique que se posent toutes ces personnes, c'est en fait la production, alimentaire sur terre, à l'échelle mondiale, sous le capitalisme, mondialisé, globalisé et cetera et une manière de produire la nourriture complètement absurde, qui prive des peuples entiers d'eau, de terre, qui déforeste. Et c'est pas uniquement la question de la viande, évidemment, mais c'est une question de, ben, typiquement, quand tu fais, pousser des champs et des champs de maïs pour nourrir des animaux qui vont être mangés par, genre 2 de la population mondiale, il y a une problématique de fond et c'est une problématique, qui se pose pas uniquement au sujet de la viande, c'est pas bien ou la viande, ça fait brûler l'Afrique. C'est enfin, c'est extrêmement méprisant, des gens de dire ce genre de choses, en fait, non, quand les gens, se Oui, je suis d'accord. positionnent sur la question de la viande, c'est une remise en question de la manière de fonctionner en société et de produire, collectivement et ça pose la question du collectivisme, ça pose la question de la planification, de l'alimentation, de l'écologie et cetera. Donc c'est des questions très profondes et des questions sérieuses, auxquelles les dirigeants de gauche doivent répondre avec sérieux, quoi. Enfin, Ah c'est non, pas mais des blagues, c'est des questions sérieuses. Il c'est ouf, n'empêche quoi. que, là, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est que la merguez est devenue un totem. Vous savez, en politique, on parle parfois de totem, c'est un truc qu'on brandit et qui nous rassemble. Voilà, regardez, ma tribu, c'est la tribu des merguez. Regardez, ma tribu, c'est la tribu des merguez vegan. Ben, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, moi sur le fond, je partage complètement ce que tu dis, mais c'est que simplement ça en a fait des symboles et des totems où on a du coup ce totem de la gauche qui serait traditionnel, plus en phase avec les Français, avec la société, etc., qui mange de la viande, qui boit du vin et tout ce qu'on veut, avec une autre gauche qui, elle, se ferait du jumbé toute la journée en mangeant du tofu et... Mais oui, non, mais c'est ça. C'est en fait quand tu opposes la France des gens qui, mangent de la viande et cetera, y compris, enfin, je suis désolée, mais là-dedans, il y a aussi qui mangent du porc et tout, enfin, Ouais, bien sûr. c'est pas forcément ce que disent les gens, mais c'est aussi souvent un sous-entendu qu'il peut y avoir, en tout cas chez les personnes de droite, c'est le cas, quoi et donc quand tu vas dans cette direction, bah, tu t'ouvres à toutes les dérives, qu'il y a derrière, quoi. Enfin, c'est absurde, Mais c'est carrément. complètement absurde, quoi. Mais on Enfin, peut le remarquer, je trouve que ce totem apparaît de plus en plus clairement. Il est ridicule, il est enfantin, mmh. clairement. Mais c'est quelque chose qui commence à s'ancrer un petit peu dans l'imaginaire collectif, qui commence à imprimer en tout cas, au Mmh. niveau des gens, j'ai l'impression. Et c'est terrible. Et du coup, passons à la suite, puisque justement, c'est un petit peu quand même le sujet sous-jacent de cette rentrée politique. Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est un symbole, c'est un espoir. Donc vous savez, qui d'autre avait cette vibe, cette espèce d'espoir un petit peu porteur? Il s'appelait Jean Jaurès. D'accord? Ni plus ni moins. C'est le fondateur du Journal de l'Humanité, donc qui lui a donné cette chouette chouille populaire que vous avez peut-être vécu ce week-end. Alors Jean Jaurès, c'est énormément de choses à dire et je suis pas du tout le mieux placé pour le faire, mais c'est quand même probablement l'une des personnalités politiques françaises parmi les plus importantes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et il y a un truc qui lui plaisait bien à Jean Jaurès, et moi aussi qui me plaît bien, et il a semblé que c'était une superbe idée, c'était l'unité de tous les socialistes. Et les socialistes à l'époque, c'est pas le parti socialiste. C'est les gens qui pensent qu'il faut socialiser les moyens de production et redistribuer les richesses. C'est une gauche qui est quand même radicale, qui est plutôt, on va dire, l'espace politique qu'aujourd'hui occupe Mélenchon. Voilà. C'est pour faire une comparaison un petit peu bancale. Euh, et donc, l'unité de tous les socialistes pour créer du changement social. D'ailleurs, les communistes s'appelaient les socialistes à ce moment-là, ça n'existait pas forcément le Parti communiste français, bien sûr. Donc, c'est l'unité de tous les socialistes, et c'est d'ailleurs cette idée qui les a conduits à créer le journal L'Humanité pour parler à tous les humanistes. C'était ça l'enjeu principal de la création de ce journal pour Jean Jaurès. Donc, ces idées, on les retrouve un petit peu plus tard, puisque, je sais pas si vous le savez, mais Jean Jaurès se fait assassiner à Paris en 1914. Il se fait assassiner notamment pour son opposition farouche à la Première Guerre mondiale et à l'entrée de la France dans ce théâtre horrible qui a été la Première Guerre mondiale. Et donc c'est aussi pour ça que l'Humanité, tant le journal que la fête, est résolument pacifiste. Ça c'est très important de s'en rappeler, et c'est un des grands combats de Jean Jaurès, que je fais mien également, le pacifisme c'est très bien. Bref. Et donc en 1936, toutes ces idées-là elles vont avoir un débouché politique, puisque ça crée le Front Populaire, qui va réussir à remporter les élections, à créer plein de choses formidables, dont peut-être la plus formidable d'entre elles sont les congés payés. Voilà, c'est
c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, on est en France, 2023, la rentrée politique qui se passe pour la gauche à la fête de l'humanité, la fête à Jeannot finalement. Mais il semblerait que la NUPS se fissure sévèrement avec l'arrivée des européennes, notamment du côté du PCF, il faut le dire, et du côté d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veulent pas d'une liste unique. Mais il n'y a pas seulement ça, puisqu'il semblerait qu'il y ait des lignes de fracture sur le fond, et sur la stratégie, qui commencent à devenir tout à fait énormes. Alors, ma question est la suivante, Anaïs. Est-ce que Jaurès est-il en PLS actuellement? Bon, alors je suis pas une fine connaisseuse de Jaurès, mis à part le fait que je sais que c'était un social-démocrate très sincère et très investi dans la lutte pour les droits humains. Ceci dit, effectivement, son combat pour l'humanisme, il pourrait éventuellement être un peu effrayé devant la situation de la gauche en 2023. Moi, personnellement, par rapport à la question des européennes, de la liste unique, etc., j'ai conscience que les, les partis, les différents partis de gauche ont des désaccords profonds sur la question de l'Union européenne, sur la sortie des traités, sur les questions énergétiques, sur les questions potentiellement de migration. Enfin, voilà. Donc il y a des sujets de fond sur lesquels il y a des vrais, des vrais désaccords profonds sur lesquels tu peux pas faire l'impasse et tu peux pas effectivement survoler les choses pour faire une liste unique avec des propositions uniques et tout et tout. Cependant, après, c'est mon opinion, ça se trouve, je vais dire n'importe quoi, mais c'est ce que je pense sincèrement. Et après, s'il y a des gens qui ont envie de me contredire, de faire un article pour Nos Révolutions pour expliquer pourquoi j'ai tort et tout, n'hésitez pas. Mais concrètement, la question, l'enjeu des élections européennes, c'est pas la prise du pouvoir au Parlement européen. C'est pas la question de la prise de pouvoir à l'Union européenne déjà, parce que bon, le Parlement européen n'a pas le pouvoir en Union européenne, de ce que je comprends en tout cas. Par ailleurs, il n'y a même pas l'enjeu d'avoir une majorité de gauche au Parlement européen, et donc les programmes mis en avant par les partis de gauche, en gros, la question n'est pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre une fois qu'on est au pouvoir au Parlement européen, une fois qu'on a la majorité, c'est pas ça la Parce question qu'on qui est posée. n'aura pas la majorité, de toute C'est façon. ça, la question qui est posée, c'est combien de parlementaires de gauche on peut avoir au Parlement européen pour faire avancer tout un tas de questions, y compris des questions sur lesquelles on pourrait avoir des débats au Parlement européen, sur lesquelles on ne sera pas forcément d'accord, mais comment on fait en sorte d'avoir un maximum de parlementaires de gauche. Parce que quand même, l'enjeu en face, c'est d'avoir une droite qui est extrêmement réactionnaire et une extrême droite qui se développe de plus en plus et qui est de plus Surtout en en plus Europe, présente. De quoi ? Sur le théâtre européen, l'extrême droite et la composante politique qui gagne le plus de terrain et Mais largement c'est ça. que toutes Donc les autres. l'enjeu, qu'il y a en fait, c'est pas qu'on s'en fiche du contenu du programme. C'est toujours important d'avoir un débat qui soit rigoureux, qui parle, qui ne mente pas, qui n'élude pas les débats et qui les prenne frontalement. Mais par contre, là, l'enjeu d'une liste unique, c'est pas ça. Je pense, je pense vraiment que la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait si on est si on est majoritaire au Parlement européen, et du coup, il faut absolument être d'accord sur tout. Non, je pense que c'est complètement possible d'envisager d'avoir une liste aux européennes unique, mais en étant clair sur les contradictions qu'il y a à l'intérieur, sur les lignes de débat de fond. Mais du coup, ça n'a pas de sens, à mon avis, de partir avec des listes dispersées, sous prétexte qu'il faut faire un bac blanc, un examen blanc avant le 2027, quoi. On En fait, peut dire se ce dont on est en train de se parler, c'est mesurer pas les ça, quoi. quéquettes, on peut se dire se mesurer la taille du vagin. On peut dire ce qu'on Non, mais veut, c'est mais ça. ce qu'ils veulent, c'est mesurer leur force. Mais c'est ça, et ça n'a pas de sens. En fait, on n'est pas en train, juste en fait, les enjeux auxquels est confrontée l'Europe sont plus importants que les détails statistiques des partis de la gauche française, quoi. Genre vraiment, la question, c'est des enjeux migratoires, c'est des enjeux, il y a la guerre en Europe quand même, c'est super grave ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, la question n'est pas d'avoir le pouvoir dans l'Union européenne, parce que de toute façon, c'est pas possible. Et nous, on veut en sortir de ces traités européens, pas forcément de l'Union européenne, mais voilà, des traités européens, on veut y mettre fin et construire une Europe de solidarité entre les peuples. Donc ça, c'est le prérequis. Mais du coup, comment tu fais en sorte
d'avancer dans cette direction et c'est certainement pas en ayant des listes complètement, dispersées et enfin, en fait, il est totalement possible, enfin, c'est déjà ce qui s'est passé aux dernières élections européennes, hein. Le Ouais. PCF, n'a aucun député européen au Parlement européen. On a fait, alors je dis on Donc parce que j'ai notamment participé à la campagne un petit peu de Yann Brossa à ma petite échelle, et j'étais à la soirée électorale et ça avait été un résultat, alors je crois de 1,2%, c'est-à-dire qu'il nous plaçait derrière le parti animaliste. Moi, parti que oui. alors que je précise, hein, moi je respecte beaucoup le parti animaliste et je ne me moque pas du tout. Néanmoins, c'était pas du tout la même, vous voyez la dynamique, le même C'est pas la nombre même de ambition, militants, quoi, c'était enfin, pas la même ambition, bah, non. et donc on avait fait quand même, voilà, un tout petit peu plus d'1%, je crois. Donc ouais, voilà, enfin, moi, je pense vraiment que enfin, voilà, la politique n'est pas un jeu et que je pense et ça, c'est vraiment un truc qui se enfin et y compris, je parle de mon expérience en tant que responsable politique, à l'Union des étudiants communistes et de mon expérience aussi, heu, j'étais aussi responsable des jeunes communistes. Je trouve, et je m'inclus dedans, enfin, je dis pas du enfin, je pense que c'est vraiment un problème qu'ont tous les responsables de gauche et qu'il faut combattre avec acharnement et vraiment veiller à arrêter de faire ça. C'est qu'on ne paye jamais, enfin, on ne paye jamais pour ce qu'on fait, quoi. Il y a pas C'est de comme si nos actions conséquences. n'avaient pas de conséquences. Mmh. Mais si, ça a des conséquences et c'est des conséquences hyper graves sur les peuples, sur les migrants, qui, se font, insulter par les Grecs quand ils arrivent, sur leur territoire, enfin c'est très grave ce qui se passe, c'est des enjeux hyper importants. C'est la guerre en Ukraine, c'est encore une fois, c'est pas une question anecdotique, et enfin, on a quand même une responsabilité face, bah, aux Français, face aux Européens, face au monde, parce que ce qui se passe en Europe, c'est aussi, une grosse influence sur ce qui se passe dans le monde. Un parlement européen où la gauche est forte, c'est pas la même chose pour, les forces progressistes du monde entier qu'un parlement européen où l'extrême droite écrase le reste Mmh. des forces politiques, quoi. Donc vraiment, c'est des débats qui sont importants et on peut pas juste, les aborder avec autant, de désinvolture que, si on était juste, je sais pas moi, président d'un BDE dans un lycée, quoi. Enfin vraiment, c'est pas ça l'enjeu dans lequel on est confronté et c'est vraiment et encore une fois, ça concerne tout le monde, c'est de se dire: «Mais comment on fait en sorte d'arrêter de croire que nos actions n'ont pas d'influence?» et que du coup, on a renoncé à faire la révolution, quoi, en gros et donc du coup, bah, plus rien n'a d'importance et juste on peut jouer à se comparer la taille, de nos organes génitaux et puis ça suffit, quoi. Bah, non, c'est pas l'objectif, enfin, je sais pas. Et ça Enfin, laisse je trouve libre ça cours à une grave. pratique, ou en tout cas, moi, ce que je trouve qu'il y a une pratique qui est hyper tendancielle, vous voyez, dans tous les partis de gauche, même dans tous les partis. Et c'est quelque chose qu'on devrait réussir à éradiquer un jour ou l'autre, ou en tout cas, peut-être un petit peu plus en parler. Alors, on en parle depuis longtemps, vous savez, on les appelle les carriéristes. Ceux qui, de toute façon, ils feront tout pour leur carrière et tout pour accéder à un poste, non pas pour le potentiel de changement que ça peut représenter, ou peut-être un petit peu quand même, mais surtout pour satisfaire leur propre ego d'une part, et d'autre part pour un petit peu remplir leur compte en banque. Vous voyez, il y a des intérêts forts, avoir du pouvoir, c'est grisant, etc. Moi, je les appelle pas les carriéristes, je trouve ça plus intéressant de les appeler les aventuriers. Ouais, c'est comme dans les Mmh. aventuriers, vous voyez, les Moi, je les aventuriers appelle les niveau... opportunistes. Ouais, les opportunistes, mais les aventuriers, c'est les mecs de niveau 1 qui jouent à Donjons et Dragons, et que pour gagner 10 pièces d'or, ils en ont rien à faire de brûler la taverne, de foutre le feu à Mmh. la moitié du village, et de toute façon, bon, ça va passer, vous voyez, c'est des aventuriers, ils sont en aventure. Il faut une Ouais, aventure qui est mais tu personnelle. vois, par rapport à cette question-là, enfin oui, c'est effectivement, enfin, ça existe quoi, ces gens-là existent partout, dans tous les partis et cetera. On n'est pas, Ah, mais est-ce enfin, que on n'en Fabien est Roussel, par exemple, pas c'est pas un peu un aventurier quand même? ça Il a, dépendra des décisions qu'il prendra, dans ces prochains mois. Encore une ah, fois, il a déclaré à la fête de l'UMA, il a été, je sais pas si t'as vu cette séquence, là malheureusement je l'ai pas mise de côté, mais il y a des militants et des militantes, une militante et un militant je crois, alors, qui sont pas présentés comme d'un parti, mais qui du coup sont un petit peu rentrés dedans verbalement en disant voilà, pourquoi vous voulez pas faire l'union en fait? Et donc il répond un peu à un côté en disant oui, nanani, on a des désaccords de fond, mais lui répondre, mais Fabien Roussel, vous avez signé l'accord programmatique de la NUPS. Donc nous avons un programme commun. Donc si vous l'avez signé, vous êtes d'accord avec ça. Vous pouvez pas revenir un an et demi plus tard et dire ah bah non, finalement on a des accords de fond. Bah quand même, tu l'as signé l'accord programmatique. mmh. Oui, après sur l'Union européenne, il y a des questions, plus, enfin, pour moi, c'est même pas une question d'accord programmatique. Enfin, bien sûr, ça fait partie, de la problématique, mais,
À mon avis, c'est plus une question générale de comment tu te positionnes, dans les débats, de manière plus générale. Genre ça, c'est précis, mais moi, je pense que la question, c'est comment tu te positionnes Je dans les suis d'accord. débats, du quotidien, quoi. Enfin, sur Mmh. la question de l'abaya, sur la question des violences policières, quand Naël se fait tuer par un policier, comment tu réagis, etc. Et du coup, sur ta question de est-ce que telle personnalité, parce que je vais pas parler spécifiquement de Fabien Roussel, Non, 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 c'était pas mais mon but enfin voilà. d'ailleurs, hein, je cherche pas spécialement Non, ça. mais t'inquiète, Et, t'inquiète. Mais et, et enfin, d'ailleurs, c'est juste que je sais qu'il y a des membres du PCF qui nous regardent potentiellement. Et Et y a pas là, de mon souci, enjeu, hein, c'est moi pas juste de parler de lui. c'est pas de la méchanceté sur Fabien Roussel. Je Non, non, trouve que mais c'est un comportement d'aventurier contextuellement. Et Cybertech, je te dis, je suis d'accord avec toi quand tu dis dans le chat ou Hugo Bernalicis qui se présente au sénatorial dans le Nord contre les oui, intérêts de la gauche et dans le seul intérêt oui, d'affaiblir c'est le ça. C'est PCF. que, enfin Je voilà, des pense que ces opportunistes, il y en a guerres partout. sont terribles et en fait nous coûtent à tous les camps. Et que dès que ça Mais s'oppose en interne, c'est n'importe quoi. Et que ça va nous oui. coûter. Mais du coup, ce que je pense, c'est que, par rapport à cette question de l'opportunisme, et cetera, déjà, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup, mais que, du coup, la question, c'est comment tu fais, pour, en fait, pousser les gens à, voilà, dire dans quel camp ils sont, quoi. Parce que tant que c'est flou, tant qu'on fait un peu la danse du ventre, pour, tout et n'importe quoi, aller sur les sujets de la droite et puis après redonner un peu une petite conscience de gauche en disant une petite punchline de gauche et puis après aller draguer avec la droite et cetera, heu peu importe, je parle vraiment de peu importe de qui il s'agit. Je pense que sur la question de l'opportunisme, en gros, dans quel camp politique tu te trouves, bah, il y a des débats, importants à mener, des batailles politiques importantes à mener et il faudra voir comment se positionnent les gens dans ces moments-là, quoi. Je sais pas moi, si la question principale, c'est de se positionner comme les gardiens de la 5e République et de défendre le fait que, on peut pas remettre en question, le gouvernement et tout, Hmm. c'est pas du tout, enfin là, je te parle pas de quelque chose Oui, qui a déjà été hypothétiquement, fait, oui, mais oui. à l'avenir, bah oui, les personnes qui se positionneraient comme ça seraient effectivement des opportunistes et du coup, bah voilà, on serait fixé, quoi. Mais je pense que c'est une question de comment tu te positionnes dans les débats et y compris, c'est aussi pour ça que c'est important de se mobiliser parce que, bah, il y a des gens qui peuvent être profondément, voilà, qui ont renoncé au changement social, qui ont renoncé, Hmm. à lutter pour les classes populaires et tout et qui se positionneront, désolée de l'expression, mais comme des gros bâtards, pour le gouvernement. Et Ok. puis il y a d'autres gens qui sont, plus malins, plus subtils et s'ils voient que la lutte populaire, elle va dans un sens, bah, ils iront dans ce sens-là et puis c'est pas grave. Franchement, tant mieux, hein, même si eux, ils sont pas sincères, on s'en fout. Moi, nous, du moment qu'il y a des gens qui sont investis pleinement dans la bataille. Par contre, hem, pour prendre faut pas s'attendre à ce que ces personnes-là soient, les dirigeants, stratégiques qui permettront, de mettre en place ces batailles, populaires, quoi. Parce que c'est pas dans le sens, où ils iraient a priori. Enfin, a priori, ils iraient plutôt dans le sens de, pas trop, enfin, pas se positionner contre, la polémique de l'abaya, pas se positionner, Hmm. sur, la question enfin, voilà. Donc, je pense pas que enfin, je pense que y compris, c'est grave de pas se positionner sur ces questions, de manière intransigeante et sérieuse, quoi, parce que c'est des vraies questions, des questions qui permettent aux gens de savoir, bah, sur qui ils peuvent compter aussi, pour prendre des décisions enfin, pour prendre des décisions politiques et pour proposer des solutions stratégiques, au mouvement social, quoi. En tout cas, la nuque se fissure, et par souci de grande honnêteté intellectuelle par rapport à ce que disait Cybertech, effectivement, il y a quelque chose, moi je pense qu'il faut un petit peu en parler et être très clair là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est assez peu su, c'est que, médiatiquement, la France insoumise apparaît comme étant l'espace, en tout cas par ses porte-paroles, qui pousse le plus pour l'union. Tout simplement, aussi, ils y ont intérêt, pour l'instant, ils sont la force politique qui a le plus de poids pour cette union. Donc, mais bon, peu importe. Nationalement, oui. Nationalement, oui. Nationalement. Et du coup, il pousse médiatiquement. Or, il se fait passer. Il y a des élections là qui vont arriver dans très peu de temps. Quelque chose qui n'intéresse pas grand monde, mais tout simplement parce qu'on n'y vote pas déjà. C'est les sénatoriales, donc pour élire les sénateurs. Les sénateurs, ils sont élus par des grands électeurs qui sont déjà les élus. C'est les élus locaux, c'est les élus du coin qui vont voter pour les sénateurs, et pas tous encore. Bon. Et donc évidemment, ça crée un petit peu des remous, en tout cas dans les partis ça en parle, puisque bah, qui va être sénateur? Est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de sénateurs de gauche? Est-ce qu'on va pouvoir... Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et notamment, pour une composante politique comme la France insoumise, elle a très peu d'élus locaux, puisque c'est une force politique assez récente. Bref. Ouais. Et en résultante de ce qui s'est passé autour des européennes et des accords sur les accords entre les partis,
Et la France insoumise, alors moi, d'après les informations que j'ai pu lire, a effectivement, suite au désaccord sur les européennes, a présenté, dans quasiment tous les endroits où il y avait des PCF, mais pas que PCF, hein, aussi LV, etc., a présenté des candidats bah, du coup, qui sont pas dans l'Union non plus. Vous voyez, la France insoumise, médiatiquement, et ils ont raison, pour moi, ils ont raison de le faire, sont pour l'Union. Et après, effectivement, ils utilisent des pressions politiques un petit peu subtiles où ils présentent effectivement des candidats et des candidates dans des cantons, ou enfin dans des cantons, dans des circonscriptions où il y a déjà des candidats de gauche d'autres partis, dont du PCF, mais pas seulement. Et donc, effectivement, il y a un double discours qui commence à devenir un petit peu agaçant, et on sent qu'il y a une stratégie qui se met en place, qui est une stratégie de coup, c'est une pression, c'est un coup de pression. Voilà. Mais voilà, mais c'est pour ça, c'est pour être clair, mais voilà, on est dans un espèce de clair-obscur compliqué dans cette rentrée politique. En tout cas, je pense qu'on est très nombreux, très nombreuses, je parle pas au nom de tout le monde, mais à essayer de défendre l'union, puisque je pense que l'union, en tout cas, pour moi, est extrêmement importante, puisqu'elle donne de l'espoir dans l'avenir. Et je pense que personnellement, peut-être qu'on en parlera plus dans d'autres lives, je pense que même les partis sont un peu dépassés, etc. Bon, Hmm. je vais pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Mais je pense vraiment que l'union est quelque chose d'essentiel et de fondamental pour pouvoir gagner, pour pouvoir donner de l'espoir au peuple et au peuple de gauche et surtout produire du changement politique. Or, on voit que les composantes de cette union sont en train de se tirer la bourre pour des questions stratégiques. Et ça devient, je trouve, de plus en plus détestable, en tout cas pour les spectateurs et pour les gens qui ne sont pas forcément dans les arcanes de ces fonctionnements partisans, quoi. Mm, mm. Et j'ai peur que ça démobilise aussi l'électorat, hein, très sincèrement. Et ils ont Oui, raison. bah, ça, c'est aussi moi ce qui me faisait péter un câble, mais vraiment qui me faisait péter un câble en 2022. C'était le truc de oui, oui, non, mais et vraiment partout, hein, que ce soit bah, le PCF, la France Insoumise, c'était le discours de tout le monde. Oui, oui, mais l'union, ça suffit pas, les gens, ils s'en foutent de l'union, c'est pas l'union qui importe, c'est en gros un programme, etc. Genre, oui, d'accord, mais par contre, ce qui fait que les gens vont se mobiliser, c'est de se dire qu'ils ont une chance de gagner et de changer les choses. Mmh. Et du coup, bah, effectivement, quand tu as 1 milliard de candidats à gauche, qui en plus sont sur des programmes obscurs où tu comprends pas la différence entre l'un ou l'autre. Enfin, c'est pas des programmes obscurs, les programmes, ils sont bien construits et tout, c'est pas pour, dénigrer, les programmes, mais enfin pour les gens qui connaissent pas, pour eux, c'est à peu près la même chose. Ils comprennent pas pourquoi, il y a une différence. Et du coup, à partir du moment où, tu pas, genre parce que on n'est plus au jour où où les nuances au sein des partis de la gauche radicale sont suffisamment importantes pour déjouer le fait que, en fait, si on ne fait pas la révolution, c'est le fascisme qui arrive en France. Donc, Mmh. au bout d'un moment, genre, il y a des priorités. euh, et du coup, bah, si t'as pas face au fascisme et face à la continuation de Macron, si en face, t'as pas genre une ligne stratégique, un programme, un porte-parole du mouvement social qui dit bah voilà, on leur arrache le pouvoir et on change la société. En fait, les gens maintenant, enfin, je pense, et encore, je dis les gens et tout, je parle au nom de gens, enfin, Mmh. je Oui, me non, donne mais beaucoup de crédit et tout, mais je pense juste les gens, euh, s'ils agissent, c'est pour faire la révolution. pour C'est changer pas leur pour vie. faire moins de choses, quoi. Ils veulent changer leur Oui, vie. quand je dis la révolution, tu vois, c'est vraiment genre pour changer le monde, pour Bah changer oui, leur bien vie, sûr. pour changer la société, pour changer les injustices, pour répondre au fait que bah, ils ont pas un rond pour suivre bah, genre un mode de vie, enfin un train de vie relativement décent, qui peuvent pas envoyer leurs gosses en vacances, qui a la guerre, qui a le réchauffement climatique, que leurs enfants ils sont en crise existentielle parce qu'ils savent pas genre s'ils auront un avenir, quoi. Enfin, genre Ah, mais c'est carrément. ça en fait. Et du coup, c'est vraiment prendre les gens pour des gros cons de dire euh, que en gros, il y a un autre enjeu que ça pour eux dans le vote. Vraiment, moi, je pense que l'union, c'est important, mais c'est important parce que juste maintenant, c'est la révolution ou enfin, La barbarie, voilà. c'est ça, c'est la révolution ou la barbarie, quoi. Et du coup, bah, en fait, si tu proposes moins que ça, si tu n'es pas à la hauteur du peuple, si tu Mmh. n'es pas à la hauteur des travailleurs et des travailleuses, de leurs exigences, même s'ils ne le disent pas en des termes ultra théoriques, machin, mais c'est très clair, hein, je pense, pour les gens. Si tu n'es pas à la hauteur de leurs exigences, bah next. Pourquoi on va se déplacer? Enfin, de toute façon, Ouais, on ouais, va pas bah. gagner. Donc, et en fait, en renonçant à gagner, en renonçant à prendre le pouvoir, c'est ça qui amène l'extrême droite aux portes du gouvernement, aux portes du pouvoir. Donc, faut arrêter de faire ça, et y compris et arrêter d'être dans des logiques de division dans la gauche, de dire ah bah eux c'est des gauchistes, c'est des wokistes, des gauches, je sais pas quoi. Non, 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 en fait là c'est
C'est très grave de faire ça et c'est Eux, très, très, très ils grave. font que bouffer de la viande, c'est des gros tradis Hein, hein. insupportables. Tu vois, en fait, Oui, les non, deux, mais pour les moi, 2. les deux ont tort parce que de toute façon, dès qu'on Oui, fait des oui, d'accord. stéréotypes sur les autres, on a forcément un petit peu tort. On commence à arriver sur on se fait des idées fausses et ça devient le diable. Vous voyez, c'est mauvais, c'est pas bon pour Oui, l'âme, ça. tout à fait, tout à C'est- fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, du Mais coup, je voilà, lis quand même la enfin, question de Cybertech et du coup, je vous dis juste, je lis les questions parce que petite annonce pour faire baisser un peu le niveau parce que on était un petit peu énervé tout ça, on s'est un peu emballé. Mais on a raison de le faire. Minerva, c'est aussi un podcast, donc c'est pour ça que je lis les questions à voix haute, puisque peut-être des fois on a des auditeurs qui nous écoutent en podcast. Voilà. Est-ce que, donc Cybertech nous dit, est-ce que leurs intérêts, c'est pas de pousser, je pense leurs intérêts à la FI, dans leur retranchement les autres partis pour justement casser la NUPS et faire en sorte de partir seul au présidentiel en remettant la faute sur les autres. Moi, de mon point de vue, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux et surtout un petit peu bancal comme stratégie, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus à gérer. Et en tout cas, ça irait vraiment contre l'aspiration, je crois, de leurs militants. En tout cas, une partie, les moins fous, les moins sectaires, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et puis je peut-être. pense que les autres partis, ils se bourrent tout seuls, hein. Enfin, Rousseau, quand elle dit de la merde, bah, elle se bourre toute seule. Roussel, c'est pareil. Enfin, je veux dire, la FI n'a pas besoin de pousser les gens à dire des conneries, hein. Et y Oui, compris, oui, eux aussi peuvent dire des conneries. oui, t'as Enfin, raison, genre t'as raison. tout le monde dit des conneries et ils ont pas besoin de se pousser les uns les autres pour le faire, ils le Mm. font très bien tout seuls, quoi. Donc Bon, du coup, pour continuer un petit peu cette discussion, voilà, il se passe quand même quelque chose aussi au niveau de la gauche, c'est que ça se recompose. On a en tout cas la sensation que ça se recompose, puisqu'il y a une partie de la gauche qui veut créer, je crois, enfin en tout cas c'est ce que je lis, c'est ce que j'analyse, qui veut recréer une sorte de nouvel axe, de nouveau bloc, autour de la question, et on en parlera bientôt dans cette émission, de la question du texte de la proposition de loi autour de l'immigration. Alors, je vais vous le montrer quand même un petit peu, puisqu'il y a une tribune qui a été faite et qui rassemble des députés, des sénateurs de Renaissance, du MoDem, de l'IOT et de la NUPS, dont des membres de LV, du PCF et du PS, et qui ont publié lundi dernier, une tribune sur la gestion globale de l'immigration. Donc je vous laisserai découvrir cette tribune. Mais ce qui est un petit peu frappant, c'est que ça rassemble, du coup, voilà, là on voit Julien Bayou, Sacha Houlier donc de Renaissance, donc du parti macroniste, Marie-Pierre Lagontrie du PS et Fabien Roussel du PCF, et donc Stella Dupont que je ne connais pas de Renaissance. Et donc ce qu'on est en train, je pense, d'observer, c'est une petite recomposition de la gauche qui, en tout cas ces personnes-là, veulent occuper un espace politique nouveau qui se ferait, à mon avis, en dehors de la NUPS. En tout cas, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui peuvent nous amener à penser ça. Donc je sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais ça augure en tout cas d'une nouvelle explosion à mon avis. En tout cas de grande déception. Enfin moi en tout cas ça me décevrait beaucoup qu'il y ait un nouvel espace alors que la NUPS c'était un espace intéressant. Mais voilà. bah, surtout sur quelle question, quoi, parce que là, enfin, soyez attentifs. Déjà, abonnez-vous à la veille d'actualité qu'on a mis en place, Nos Révolutions, chaque semaine, qui fait un état des lieux de l'actualité et qui partage tous les articles intéressants des médias militants, des think tanks, toutes les activités gouvernementales, du Parlement, etc. Donc, enfin, vraiment, c'est une revue de presse qui est super cool. Bah, du coup, je fais partie de celle qui l'anime, donc j'en fais la promotion. Et du coup, chaque semaine, on partage aussi les derniers articles de Nos Révolutions. Vous pouvez vous abonner à cette veille d'actualité passionnante sur le site nosrevolutions.fr en cliquant sur s'abonner. Du coup, c'est pas juste une newsletter comme on aurait pu le faire, mais voilà, ça apporte un triage de l'actualité. Et du coup, chaque semaine, on vous partage les derniers articles de Nos Révolutions. Et justement, il y a bientôt un article qui va sortir au sujet de cette question-là et du positionnement de ces dirigeants de gauche sur la loi immigration qui va bientôt être débattue au Parlement. Et du coup, je vous spoile pas, mais en tout cas, je suis plutôt d'accord avec l'article qui va sortir et je suis plutôt critique envers la position qui a été prise par ces gens-là, notamment sur la question des travailleurs du coup étrangers
Voilà, mais je n'en dis pas plus. Alors peut-être on pourra en Je fais le débattre choix de dimanche ne prochain. pas. J'ai fait que parler depuis tout à l'heure, donc là, Le choix du je vous fais teasing. Le choix le du teasing. teasing. Tout à fait. Ok. Alors, bon, du coup, on va devoir. Voilà, l'émission se termine, va vers la fin. Je voulais vous passer, mais vous la connaissez peut-être déjà, mais on n'aura malheureusement pas le temps. La séquence de Clémentine Autain, qui, moi, m'a fait un petit peu le chaud au cœur, en tout cas, qui m'a parlé, puisque, voilà, elle dit j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. La NUP, c'est un outil formidable. Arrêtez de vous tirer dessus dans tous les sens. Il y en a assez. Il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel, c'est-à-dire proposer une vraie possibilité de changement pour les gens, en fait, de lutter contre l'inflation, de trouver des solutions pour l'éducation, puisque c'est encore, on n'en a pas trop parlé ce soir, mais c'est évidemment n'importe quoi, cette rentrée au niveau de l'éducation nationale, et donc pour l'éducation de tous les enfants, du logement, avec les prix de l'immobilier qui explosent un petit peu partout, même les prix locatifs, enfin bref, voilà. Il y a énormément Après, de choses à faire. parfaitement honnête dans notre contenu, vu qu'on a tapé un peu sur les uns et sur les autres, elle a aussi son lot de, de petites punchlines qui vont pas forcément dans le sens. Clémentine Autain ? Ouais, Clémentine. Non, mais c'était juste parce que c'est pas non plus pour Ah dire oui, il y ah en a non, qui font n'importe quoi et elle, ça va quoi. Mais je j'étais suis pas en d'accord train avec de dire ça. non, Clémentine Autain, Oui, non, mais t'as raison. Non, c'est juste pour meilleure personne. le. Je prends une personnalité politique intéressante, mais en tout cas, sur ce message-là, Oui, moi je vous non, invite mais quand c'est même à vrai. l'écouter, Enfin, c'est elle a raison, intéressant. c'est Sur le chiant. fond, elle a raison. Peut-être faudrait qu'on se reconcentre un petit peu sur l'essentiel. Et l'essentiel, bah, c'est de proposer du changement. C'est de proposer du changement radical et de réussir surtout, que ce soit pas des vaines promesses ou des trucs en l'air, c'est qu'en fait, unis, on peut y arriver. Donc, bah, unissons-nous et essayons d'y arriver. Oui, bah voilà, elle a raison. Maintenant, comment on y arrive, quoi. Voilà. Enfin, Et elle a peut-être le raison. comment, c'est l'ouverture de. C'est facile de le dire, quoi. Oui, Mais oui, ouais. oui. Mais bon, ça fait aussi parfois du bien à entendre Mm. dans tous ces affrontements qui ont lieu. Peut-être des fois, ça fait aussi un petit peu du bien d'entendre ça. De se dire, allez, on est fort ensemble, faisons-le ensemble. Allez, on oublie un petit peu les querelles du passé, faisons table rase, n'est-ce pas? Mm. Bon. En tout cas, on arrive sur la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. J'espère que pour les personnes qui sont allées, vous allez bien vous remettre de la fête de l'UMA et que demain, ça va pas être trop dur. Je suis sûr que si, mais bon. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. La reprise du taf, toujours compliqué en lendemain de fête. Il y a beaucoup de gens qui prennent un congé le lundi pour. Enfin, beaucoup de gens, ceux qui peuvent se le permettre. Parce que c'est compliqué sinon. Du coup, juste petit moment, est-ce que toi, tu as une petite recommandation culturelle à nous faire, Anaïs? Non. Ouais, c'est pas Pardon. grave, c'est pas Du coup, grave. j'y ai pas C'est pas grave. réfléchi. Franchement, non, pas trop. Ben, je suis en train de finir, mais c'est juste que je l'ai sous les yeux là, donc j'en parle encore une énième fois. Je suis en train de finir le livre de Kohei Saito, qui est un marxiste, mais genre, j'ai l'impression j'en parle depuis des mois et des mois. Mais c'est juste, c'est en anglais et j'ai du mal à lire en anglais, mais je m'accroche, je veux le finir et mon objectif, c'est de le finir à la fin du mois et d'en faire un article pour nos révolutions. Donc, c'est le livre de Kohei Saito, qui est un marxiste japonais, et ce bouquin s'appelle Marx in the Anthropocene et Towards the Idea of Degrowth Communism, donc du coup, communisme, pardon, et du coup, en gros, c'est parler du communisme décroissant, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective révolutionnaire, etc. Et c'est vraiment trop, trop intéressant. Mais je détaillerai le pourquoi c'est intéressant dans l'article que j'écrirai pour nos révolutions. Très bien. Je rigole, c'est pas du tout pour me moquer, c'est simplement que c'est le teasing le plus long du monde parce que ça J'en ai fait... trop marre. Mais tu sais que j'en ai vraiment trop marre. En plus, c'est insupportable. Je me sens trop conne. À chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, Anaïs. Tu vas pas jamais finir ce bouquin. Parce qu'en plus, du coup, j'ai lu d'autres livres entre-temps. J'ai fini d'autres bouquins. Mais juste lui, il reste, ça fait 6 mois, il est sur ma table de chevet. Des Enfin, fois, il y en peut-être a pas qui 6 sont mois, juste durs à... Voilà, c'est pas toujours simple à aborder. Ouais, non, mais je vais y arriver. Bah moi, je Tout vous le monde recommande... peut avoir du mal. Moi, je vous recommande l'excellente BD Transperce-Neige. Peut-être vous avez déjà vu le film, peut-être vous avez vu la série sur Netflix. Bah, figurez-vous que c'est tiré d'une BD où c'est littéralement la lutte des classes, mais hardcore, dans un train, où l'avant du train est occupé par les ultra riches insupportables, alors que, en fait, pardon, c'est eu la fin du monde, il y a une glaciation, une ère de glaciation, il reste plus qu'un îlot d'humanité, c'est un train qui file à toute allure, pardon.
tout autour du monde, ils ne s'arrêtent jamais. Sauf que dans les trains, dans les wagons qui sont les plus éloignés de la locomotive, eh bien là, il y a aucune loi, c'est la pauvreté la plus totale, c'est terrible. Il y a une espèce de classe moyenne un petit peu au milieu qui survit, et une classe aisée qui se gave évidemment sur les richesses. Et donc c'est une sorte, bon, vous connaissez sans doute en réalité, mais moi je vous conseille la BD. Ok. Parce que le médium est vachement chouette et le coup de crayon est assez chouette. Je pense que c'est une BD des années 90. Donc voilà, si vous pouvez la trouver, je crois que c'est un seul tome, hein, c'est un gros tome, mais c'est en un seul volume. Donc c'est vachement Trop chouette. cool. Voilà. Chic. Euh, C'est noté. En tout cas, on vous envoie plein de courage pour cette Oui, semaine. pour être Soyez forts, rentrée. soyez braves, soyez magnifiques comme vous l'êtes, j'en Ne suis lâchez sûr, rien face à votre toujours. patron s'il vous saoule, ou vous êtes +1, ou votre N+2, ou votre N+3 qui vous harcèle. Vous êtes fort. Ne lâchez rien. Laissez-vous pas faire. On lâche rien, et puis voilà, s'il y a des gens qui viennent vous dire oui, la nub c'est nul, dis-leur non, c'est super. Voilà. Tout à fait. Et bref, enfin, bon, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur cette même chaîne Twitch. En attendant, vous pouvez retrouver les replays. Les replays, bien sûr, sur YouTube. Vous pouvez écouter les podcasts qui sont sur Spotify, Apple Podcast et tout ça. Vous pouvez évidemment lire les articles de Nos Révolutions sur Et nosrévolutions.fr. d'ailleurs, à partir de cette semaine, on va partager les replays et les podcasts sur Nos Révolutions, donc ce sera directement Incroyable. accessible via le site. Extraordinaire. Voilà, vous pouvez tout faire Un via grand le progrès. site Nos Révolutions, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, bah, moi, je vous embrasse, je vous dis au revoir et à bientôt, et bonne chance pour cette semaine, bon courage. Bisous! Salut, salut!